Alors bonjour, merci d'être venus, vous êtes très nombreux. En effet, comme l'a dit Monsieur Lassailly, moi je suis paloise, de toute façon béarnaise, donc je suis très très partiale, hein, ça c'est autant vous le dire tout de suite, voilà. Donc je vais vous parler en effet de Marguerite de Navarre et sa fille Jeanne d'Albret, qui ont vraiment été différemment des personnalités extraordinaires de la Renaissance du XVIe siècle. Alors, tout d'abord, Marguerite de Navarre, vous avez son portrait, un de ses portraits. Bien sûr, je n'ai pas choisi le portrait le plus connu, qui est en rouge. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ce n'est pas un portrait tout à fait authentique. Celui-ci, c'est un vrai. Alors, tout de suite aussi, voyons les différents noms de Marguerite de Navarre, à ne pas confondre quelquefois avec Marguerite de Valois, la reine Margot, qui était la première femme d'Henri IV. Hein. Donc ici, quand elle naît dans la famille, son père est Charles d'Orléans, duc d'Angoulême, comte d'Angoulême, elle naît donc Marguerite d'Angoulême ou Marguerite de Valois. C'est à l'occasion de son premier mariage avec le duc d'Alençon qu'elle devient Marguerite d'Alençon, et à l'occasion de son deuxième mariage avec Henri d'Albret, Henri II d'Albret, roi de Navarre, qu'elle devient Marguerite de Navarre. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, puisque de toute façon c'était son deuxième mariage et son deuxième et dernier mariage. Sa famille, alors je vous ai parlé de Jeanne d'Albret, sa fille. On l'associe bien sûr à son frère cadet François Ier, qui est né 2 ans après elle. Et sa fille, voilà aussi un des portraits de Jeanne d'Albret. Et enfin, on l'associe aussi bien sûr, à Henri IV, qui est son petit-fils. Alors, j'en regarde là, voilà. Marguerite, née en 1492, elle va mourir en 1549, c'est-à-dire à l'âge de 57 ans, ce qui, somme toute, n'est pas si mal. Elle naît dans une famille pas très aisée, mais férue de culture. Ses parents sont Louise de Savoie et Charles d'Orléans, comte d'Angoulême. Charles d'Orléans, son père, avait pour grand-oncle un autre Charles d'Orléans, que vous avez sûrement connu tous, parce que moi je l'ai connu quand j'étais à l'école primaire. Ce Charles d'Orléans, c'était un poète. Voilà, donc j'entends des échos. Et il y a ce très très joli poème que vraiment je me suis toujours rappelé. J'ai toujours mon petit cahier de poésie de l'école primaire. Alors ça s'appelait Rondelle, avec un L bien sûr. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil, luisant, clair et beau. C'est magnifique. Voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Louise de Savoie va perdre son mari très très jeune, à 20 ans. Elle est jeune, donc elle a eu d'abord Marguerite, 2 ans plus tard François, qui en principe n'est pas appelé au trône de France. Elle va donner à ses enfants une éducation vraiment extraordinaire. Elle aime les livres. Sa librairie, enfin je vais dire leur librairie, à son mari et à elle, est très riche de 180 ouvrages, ce qui est beaucoup pour l'époque. L'imprimerie n'est pas si loin que ça. Elle va avoir de tout dans sa librairie, évidemment des livres de théologie, bien sûr, mais aussi des livres de grec ancien, des livres en latin, Ovide, Virgile, etc. Et elle va enseigner à ses enfants, alors aux deux en même temps. Elle ne fera pas de différence dans l'éducation de sa fille et de son fils. Ils auront les mêmes précepteurs. Ils vont bien entendu apprendre tous le latin, ça c'est évident, le grec ancien aussi, comme langue vivante l'espagnol, et la langue de l'époque qui est absolument indispensable, l'italien. Donc avec tout ça, la petite Marguerite reçoit une très très belle éducation, et dans l'aristocratie, du moins, évidemment, nous ne parlons que de l'aristocratie, l'éducation des filles, ce n'est pas seulement se préparer à la domesticité, à s'occuper de ses serviteurs, etc. C'est aussi, et Louise le lui apprend, et on va voir que ça va lui servir, l'art de l'éloquence. Il est indispensable que Marguerite sache s'adresser aux plus grands, exactement comme son frère. Son frère sera appelé après
à devenir roi de France, mais Marguerite doit absolument savoir s'exprimer avec les plus hauts personnages du royaume. Et d'ailleurs, elle fera ses premières armes lors du camp du Drap d'Or, même avant. Mais le camp du Drap d'Or, si vous vous rappelez, c'est François Ier qui invite Henri VIII dans ce magnifique camp, vraiment au sens littéral du terme, drap d'or et d'argent, et Marguerite saura s'exprimer. D'ailleurs, Brantôme disait d'elle, pour parler, alors c'est Brantôme qui dit d'elle, pour parler encore du savoir de cette reine, quand elle est reine plus tard, il était tel que les ambassadeurs qui parlaient à elle en étaient grandement ravis et en faisaient de grands rapports à ceux de leur nation à leur retour. Cette capacité à s'exprimer, cette éloquence va lui être bien utile lors d'un événement assez grave. Et là, elle va vraiment donner toute la mesure de ce qu'elle est. C'est à l'occasion de l'emprisonnement du roi. François Ier, alors tout le monde se souvient bien sûr de Marignan 1515, ça c'est évident, c'est encore un souvenir, mais il y a aussi le revers de la médaille, Pavie 1525, c'est plus qu'une défaite à Pavie, c'est carrément un désastre. François Ier a été défait par les troupes de Charles Quint, ses armées sont décimées, les nobles aussi, là, beaucoup ont été tués, et lui, il est fait prisonnier à Madrid par Charles Quint, parce que les demandes, les exigences de Charles Quint sont absolument colossales. Charles Quint réclame des terres, l'Artois, la Flandre, et même la Bourgogne, ce qui est quand même plus important, et une rançon colossale. Donc le roi est prisonnier à Madrid, sa mère, Louise de Savoie, assure la régence, et maintenant, après la défaite, après la conclusion de la paix, ou d'une trêve en tout cas, il faut faire quelque chose, il faut discuter. Donc il faut bien sûr envoyer des ambassadeurs à Madrid, et Louise, qui connaît tellement bien sa fille, qui l'a tellement bien formée, va l'envoyer en ambassade à Madrid. Pas toute seule, bien sûr. Il y a aussi des ambassadeurs officiels, si vous voulez. Mais Marguerite a son mot à dire. Alors, la voilà qui s'en va, qui quitte la cour. Donc, la cour est en Île-de-France. Elle va aller jusqu'à Aigues-Mortes par voie de terre. De là, elle prendra le bateau pour Barcelone et ensuite, il faudra aller jusqu'à Madrid. Alors, elle est accompagnée d'une escorte de 300 personnes. Il faut imaginer, hein, ça ne va pas très vite. Il y a les soldats pour protéger tout le monde. Il y a l'intendance qui suit, les mules, les mulets, les chariots, etc. Et elle, comme elle est quand même la principale intéressée, elle voyage dans ce qu'on appelle une litière. Alors, une litière, c'est un chariot aménagé. Au fond, c'est l'ancêtre d'une camping-car, finalement. Très très bien aménagé, mais c'est immense. Hein. C'est carrément une chambre à coucher avec un lit pour elle, des fauteuils, de quoi aussi avoir auprès d'elle ces dames, et puis aussi un secrétaire à qui elle dicte son courrier. Il y a aussi du chauffage, bien sûr, et tout ça c'est bâché, c'est étanche contre la pluie. Elle arrive donc à Aigues-Mortes, ça a pris du temps quand même, c'est 300 personnes qui doivent circuler. Elle prend le bateau, mais là aussi, elle est encore retardée parce que la tempête l'empêche de partir tout de suite. Enfin, elle arrive à Barcelone. C'est déjà une bonne partie du trajet qui a été accompli. Mais ce qu'elle apprend en arrivant à Barcelone l'effraie, la terrifie. Elle reçoit un courrier du connétable de Montmorency, qui est prisonnier avec François Ier. Et ce qu'elle apprend, vraiment, c'est terrible. Tout simplement, son frère est en train de mourir. Il est à l'agonie, il est très très malade, il a un abcès dans le nez qui n'arrive pas à se percer, et tout le monde pense qu'il va mourir. Charles Quint aussi. Alors Charles Quint quand même est un petit peu embêté. Si son prisonnier venait à mourir, bien entendu, les pourparlers, tout ce qu'il a exigé serait caduque. Puis d'un autre côté aussi, enfin, ce que pense Marguerite, elle se dit, mais quand même, si mon frère mourait,
Charles Quint, comme les enfants le dauphin est tout jeune, il a même pas 7 ans, Marguerite se dit, mais s'il venait à mourir, peut-être que Charles Quint, ça l'arrangerait aussi, parce qu'il pourrait envahir la France, pourquoi pas. Enfin, là, vraiment, elle ne se pose pas beaucoup de questions. Fini la litière, le confort de la litière, terminé. Elle monte à cheval. Donc, elle est accompagnée de très, très peu de monde, là, surtout des hommes de troupe, des soldats pour la défendre. Et la voilà qui, vraiment à bride abattue, on peut dire, arrive à Madrid. Alors, comme c'est j'aurais dû dire, j'ai oublié de mentionner qu'à à la défaite de Pavie, son premier mari, le duc d'Alençon, ne s'est pas présenté à la bataille. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il a vu que les troupes étaient défaites et que de toute façon le roi a été vaincu ? Il n'a pas voulu faire tuer pour rien ses propres troupes. Toujours est-il il est rentré auprès de Marguerite et il a été tellement honteux de sa lâcheté, parce qu'il faut bien dire que c'était de la lâcheté, qu'il en est mort. Il en est mort tout simplement de honte, peut-on dire. Donc Marguerite est veuve à ce moment-là. Et comme elle est veuve de sang noble, elle porte le deuil blanc. Donc elle ne va pas se présenter devant Charles Quint couverte de poussière, mais elle se pare, bien sûr, sa robe blanche, des bijoux, beaucoup de bijoux. Et alors là, Charles Quint, d'abord avant les premières discussions, les pourparlers de rançon, etc., Charles Quint l'amène auprès de son frère. Alors en effet, le courrier du connétable de Montmorency était déjà exact, mais au-dessous de la vérité, parce que depuis, les choses se sont accélérées. Elle découvre son frère allongé, bien sûr, presque sans connaissance. Il ne la reconnaît pas, de toute façon, il ne s'exprime pas. Il est très, très amaigri, il est pâle, complètement émacié. Et alors là, elle se dit, oui, en effet, mon frère va mourir, ça c'est certain. Vu l'état dans lequel il va mourir. Oui, comme l'abcès ne s'est pas percé, c'est une septicémie, tout simplement. Alors, s'il meurt, il faut quand même qu'il reçoive les derniers sacrements. Elle fait dresser un autel dans la cellule, elle fait venir des prêtres, on dit la messe, et au moment de l'Eucharistie, le prêtre n'ose pas lui donner l'hostie. Marguerite prend sur elle, elle décide très vite de couper un morceau d'hostie, de le placer entre les lèvres de son frère, et à ce moment-là, est-ce que le fait d'avoir entendu toutes ces personnes parler autour de lui, est-ce l'effet de l'hostie, peut-être aussi l'encouragement de sa sœur? Toujours est-il que le roi se redresse un peu, et là, le fait de se redresser et de déglutir, d'avaler ce petit morceau d'hostie, il est tiré d'affaire. Alors bien sûr, ça prend encore quelques jours, mais l'abcès dans le nez s'est percé et il va très vite recouvrer la santé. Donc on peut dire que Marguerite l'a déjà accompli un premier miracle. Il est temps pour elle de rejoindre Charles Quint, qui maintenant est parti à Tolède, puisque c'est de Tolède qu'il dirige son empire. Les discussions vont durer quelques jours. Donc, Charles Quint réclame l'Artois, la Flandre, toujours la Bourgogne. Et là, Marguerite a bien la consigne de sa mère de ne pas céder la Bourgogne. En aucun cas. Tant pis pour Flandre et Artois, mais pas la Bourgogne. Donc, les discussions n'aboutissent pas. Et pour finir quand même, parce que c'est elle qui doit avoir le dernier mot, en quelque sorte, parce que Charles Quint, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors, elle lui dit, et quand bien même son frère, et quand bien même il mourrait pour son rigoureux traitement, la mort n'en demeurerait impunie, ayant des enfants qui, quelques jours, deviendraient grands, qui feraient la vengeance signalée. Elle s'en va sur ces paroles, mais bien sûr, il va falloir continuer à discuter avec Charles Quint, maintenant par courrier. Donc, quand elle retourne auprès de sa mère,
Sa mère pense que de toute façon, le roi doit absolument revenir en France le plus vite possible. On ne peut pas laisser le royaume ainsi sans roi, d'autant que le dauphin est encore tout petit. Donc, des tractations vont être menées. Finalement, François Ier cède, fait semblant de céder sur la Bourgogne, mais après tout, un pays, on ne peut pas trop l'échanger comme ça, le déplacer. Donc il se dit bien que la Bourgogne, il veut bien la céder en parole, mais jamais il ne la cédera. Quant à la rançon, eh bien, elle est tellement énorme que pour l'instant, il n'y en est pas question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et je pense aussi que tout le monde se souvient de cet épisode très, très triste. Donc, c'est au mois de mars, un an plus tard. François est resté prisonnier pendant pratiquement une année. On fait un échange sur l'île des Faisans, sur la Bidassoa, entre la France et l'Espagne. François Ier rentre en France, tandis que ses deux fils aînés, dont Henri II, le futur Henri II, vont être retenus en otage en Espagne, et ce, pendant 4 ans. Bon, bien sûr, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages, ils seront traités comme il faut, avec leurs précepteurs, etc. etc. Voilà, ça c'est le premier épisode de la vie de Marguerite qui vraiment déjà l'a placée sur la scène nationale, on peut dire. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, il y a un autre domaine que la diplomatie où Marguerite va montrer un petit peu encore son caractère. Depuis la fin du Moyen-Âge, dans les pays de la chrétienté, et en France notamment, et puis dans les pays du Nord aussi, en Allemagne, en Hollande, un courant a été perçu contre les abus de l'Église catholique. Alors bien sûr, les abus de l'Église catholique, c'est d'abord le système des indulgences, c'est-à-dire donner de l'argent à l'Église en échange de quelques années de moins de purgatoire ou d'enfer. C'est ainsi que le pape Léon X a réussi à faire construire Saint-Pierre de Rome, et puis d'autres évêques, archevêques, évidemment. Le clergé, le haut clergé est très très riche, et puis le bas clergé, lui, est plutôt pauvre et ignorant. Donc il y a tout ce courant de pensée qui s'installe en France. Alors, il n'y a pas que les indulgences que l'on reproche à l'Église, il y a aussi parfois le culte des saints, le culte de la Vierge devient un peu confine à la superstition. Donc ça aussi, on voudrait le simplifier, revenir à une Église plus primitive, l'Église des temps premiers, où l'Église était beaucoup plus proche de ses fidèles. On voudrait aussi traduire la Bible en français, pour que les fidèles comprennent ce qui se passe. Et enfin, il y aura après encore quelque chose que ces gens qui veulent réformer l'Église, simplement la réformer de l'intérieur, ils ne comprennent pas la présence du Christ dans l'Eucharistie. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant qu'ils n'acceptent pas. Alors, on se souvient que Érasme, déjà, les écrits d'Érasme circulent. Un peu plus tard, ce seront les écrits de Luther et puis de Calvin. Et en France, Hameau va se constituer sous l'égide de l'évêque Guillaume Brissonnet, ce qu'on appelle le Cénacle de Meaux, et sous la direction de Jacques Lefebvre d'Étaples, où il discute beaucoup de la réformation, de la réforme de l'Église, mais sans vouloir devenir dissident, sans vouloir la quitter. Marguerite, qui a bien sûr reçu une éducation très, très pieuse, commence à adhérer à ce courant de pensée et voudrait aussi que son frère, François Ier, adhère. Et d'ailleurs, dans un premier temps, François Ier va adhérer à ce désir de réforme, jusqu'au jour où, bien sûr, les catholiques purs et durs, eux, ne sont pas tellement d'accord. Et les catholiques et ces réformateurs, alors on ne les appelle pas des protestants pour l'instant, ce sont des évangélistes. Les évangélistes, pour vraiment... parce que les catholiques, enfin les autres catholiques, la Sorbonne notamment, l'université de théologie est contre tout ça. Certains évangélistes vont saccager une statue de la Vierge, ce qui est vraiment inacceptable pour le roi, qui aussitôt fait restaurer la statue, organise une procession dont il prend la tête.
Puis les choses s'apaisent un peu jusque... Alors là, il y a un moment où les choses vont aller très très mal. C'est au moment de l'affaire des placards, quelque temps plus tard. Donc toujours les évangélistes vont placarder un peu partout dans le pays. Et alors là, c'est pire que tout, sur la porte de la chambre du roi. Donc là aussi, une affiche avec des textes provocateurs qui refusent vraiment tout ce que propose l'Église catholique. Là, pour le roi, il n'est plus temps d'être clément. Les bûchers se multiplient, les hérétiques, alors maintenant on les appelle les hérétiques, brûlent sur les bûchers. Et Marguerite, vraiment, elle est prise entre deux feux. Elle n'a jamais voulu la division du royaume. Là, ça va trop loin. Elle sent que le royaume va être déchiré. Et en effet, puisque ça, c'est le début des guerres de religion, il y en aura 8 en tout. Donc, elle ne veut pas ça du tout. Elle n'a qu'une chose à faire. Elle rentre en Béarn avec son deuxième mari. Je reviendrai après, à Henri d'Albret. Là, elle a donné asile à Clément Marot, bien sûr, à Calvin, à d'autres dissidents. Finalement, François Ier, lui, va mourir. Et alors, Henri II sera encore moins tolérant que son père, François Ier. Donc, on voit que Marguerite a adhéré à ce courant de pensée. Elle y adhère toujours, d'ailleurs. Mais elle est un petit peu plus réticente. Elle le fait d'une manière un petit peu plus discrète, maintenant. Donc j'ai dit que Marguerite s'était réfugiée en Béarn et là, tandis qu'elle est avec son deuxième mari, Henri d'Albret, elle va, comme elle s'est éloignée de la cour, et puis de toute façon, assez vite, c'est Henri II qui monte sur le trône et elles ne se sont pas du tout d'affinité avec son neveu. Donc, elle s'éloigne de la cour. Elle va mener une vie beaucoup plus recluse. Elle qui aimait tellement la cour, les fastes de la cour. Elle va avoir une vie intérieure beaucoup plus riche. Et comme elle avait commencé déjà à écrire dans ce milieu, de toute façon, on écrit beaucoup, déjà des lettres, évidemment. Hein, on échange des lettres. Souvent, les lettres, on les écrit en vers. Même François Ier écrivait certaines lettres en vers, elle aussi. Elle a écrit d'autres choses, des poésies, beaucoup de poésies. Et quand elle a échangé avec Guillaume Brissonnet, pour justement qu'il la guide dans sa foi, elle a échangé avec lui une centaine de lettres, ce qui n'est pas rien. Et elle n'a pas écrit que ça, d'ailleurs. À l'occasion, enfin, lorsqu'elle vit des deuils, notamment lorsque la reine Claude, la première femme de François Ier, décède, et lorsque la même année, c'est la petite Charlotte, la fille de François Ier, qui décède aussi, elle écrit un très très long poème de plus de 1400 vers, dans lequel elle exprime sa profonde douleur. Elle va écrire ainsi d'autres œuvres religieuses, plutôt plus religieuses, notamment le miroir de l'âme pécheresse, où elle parle d'elle-même, où elle parle de tout son cheminement vers une foi plus pure. Et enfin, à la mort de son frère, elle écrit encore un très très beau poème, La Navire, où là c'est le roi qui la console, qui lui dit bien que de toute façon, dans la mort, c'est l'apaisement, etc., etc. Alors, pendant toutes ces années où elle a écrit beaucoup de lettres, des œuvres religieuses, elle a aussi écrit beaucoup d'autres choses. Elle a écrit des historiettes, des petites histoires, de la vie quotidienne, on pourrait dire, sur son entourage, sa mère, bien sûr, son mari, son entourage. Et un jour, elle va avoir l'idée, sur le modèle de Boccace et de son Décaméron, d'écrire elle aussi 100 histoires, historiettes, nouvelles, comme on veut. Elle en a déjà quelques-unes et elle va continuer et elle va mettre tout ça en forme. Voilà, et on en arrive à l'Heptaméron, bien sûr. Alors, elle n'aura pas le temps d'écrire 100 nouvelles parce qu'elle va mourir avant. Elle ne va en écrire que 72.
Et la première édition sera posthume d'ailleurs, puisque de toute façon, elle n'avait pas écrit les 100, donc elle ne pouvait pas le publier. Et c'est sa fille Jeanne qui va publier cet ouvrage. Alors cet ouvrage qui a été, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez eu entre les mains, comme il a été modernisé, enfin c'est un français modernisé, c'est tout à fait agréable à lire. C'est à la fois un code un petit peu de vie religieuse, puisque de toute façon, il faut parler de religion et de foi, et aussi un code de la vie quotidienne au XVIe siècle. L'argument, c'est que, comme elle-même, elle est souvent accoutrée à prendre les eaux en cure thermale, elle a l'idée de réunir une compagnie de 5 hommes et 5 femmes, donc la parité, qui vont se retrouver bloqués parce qu'à cause d'un orage, un gros orage, le Gave a remporté le pont. Donc ces personnages vont rester à l'abbaye pendant quelques temps, en tout cas au moins 10 jours, le temps de raconter leurs histoires. Et chaque jour, à midi, après la messe, bien sûr, chacun, donc ils sont 10, chacun va raconter une histoire par jour, ce qui fait 10 histoires par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que elle passe en revue absolument tout. Alors bien sûr, c'est toujours la vie des aristocrates, mais c'est la vie quotidienne des aristocrates, donc ça peut être sur la religion. Il y a pas mal d'historiettes sur les moines paillards, entre autres, qui sont assez bien mises en scène. Ce sont aussi les relations entre les hommes et les femmes, bien sûr, à égalité. Tout simplement, les femmes ont les mêmes droits, les mêmes désirs, les mêmes appétits que les hommes. Et on peut dire que c'est un code des mœurs de la vie quotidienne au VIe siècle, je répète, chez les aristocrates. Alors malheureusement, elle n'a pas pu finir ces 100 nouvelles, mais et sa fille, donc Jeanne, éditera son recueil. Alors justement, je vais laisser à Brantôme le mot de la fin pour parler de Marguerite et assurer la transition. Elle était, alors c'est Brantôme qui dit, elle était douce, gracieuse, charitable, grande aumônière et ne dédaignant personne. Alors ça, c'est à coup sûr, c'est très très vrai, ce qui ne sera peut-être pas le cas vraiment de sa fille Jeanne, qui, elle, est dotée d'un tempérament vraiment, on va dire, intransigeant, austère, jusqu'au boutiste. Alors, un des portraits de Jeanne d'Albret, il y en a plusieurs. Donc Jeanne, on la voit avec des bijoux, elle adorait les bijoux. Et lui, c'est le très beau, enfin très beau, oui, pour l'époque, c'est Antoine de Bourbon, dont il y a beaucoup à dire. Et leur fils, le petit Henri, futur Henri IV. Voilà, et ça, ce sont après ces territoires. Voilà, donc on vient à Jeanne. Alors, Jeanne d'Albret, c'est donc la fille de Marguerite de Navarre, la fille unique de Marguerite de Navarre et d'Henri II d'Albret. On se souvient que Marguerite avait été mariée au duc d'Alençon pendant 16 ans, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Et contre toute attente, le roi va lui donner, c'est pas elle qui choisit, le roi va lui donner comme second époux Antoine de Bourbon, Henri d'Albret, avec qui elle aura donc... alors elle aura d'abord Jeanne d'Albret, elle aura également un fils qui ne vivra que quelques mois. Jeanne d'Albret naît près de la cour. Marguerite, de même que sa propre mère lui avait donné une éducation hors pair, va également donner à sa fille Jeanne une très très belle éducation. Donc elle bénéficie de tout, elle apprend elle aussi les langues étrangères, elle
elle apprend la musique, elle a une épinette, elle chante, etc. Et à l'époque, c'est encore François Ier qui est roi de France. Il désire qu'elle soit élevée près de la cour, près de lui. Alors pourquoi ? Les filles, évidemment, dans l'aristocratie, n'ont pas voix au chapitre. Hein. On leur choisit toujours leurs époux. Et ce sont plutôt des pions sur l'échiquier politique. François Ier, qui aime beaucoup Antoine de Bourbon, Henri d'Albret plutôt, Henri d'Albret se méfie du roi de Navarre. Alors, en effet, Henri d'Albret, qui est un très bon soldat, alors lui, par contre, à la bataille de Pavie, il a mené ses troupes au combat, il a été fait prisonnier, mais il s'est évadé. Donc, vraiment, un bon point pour lui. Il est roi de Navarre. Alors, roi de Navarre, je ne sais pas si... si vous voyez, c'est pas en couleur, c'est dommage. Alors, la Navarre française, c'est un petit bout. Et par contre, si vous voyez, on voit la Navarre espagnole, là. Henri II est donc roi de Navarre, et au départ, il était roi de la Navarre complète, c'est-à-dire la Navarre française et espagnole. Vous voyez bien que la Navarre, en réalité, c'était plutôt un royaume espagnol, tellement il est grand. Il est né en Navarre espagnole à Pampelune, il a vécu ses 9 premières années, et en 1512, Louis XII perd la Navarre, évidemment, les Espagnols l'envahissent et la récupèrent. Il doit fuir avec sa mère qui est veuve et se réfugier en Navarre française. Alors, Henri a ce projet qui devient une obsession et qui va finir par devenir une chimère, de récupérer coûte que coûte la Navarre espagnole, ce qui est vraiment impossible. Mais enfin, il a cette idée, il vivra avec cette idée toute sa vie. Et François Ier a des doutes quand même. Il se dit, Henri veut récupérer la Navarre, oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas l'idée de marier sa fille, Jeanne, à un Espagnol, à un neveu ou à un fils de Charles Quint, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'il exige que Jeanne se trouve à la cour près de lui. Et puis la petite Jeanne grandit. Un jour, elle a 10 ans. Il est temps de la marier, bien sûr. Donc, au gré de ces alliances politiques, il faut dire que François Ier, toute sa vie, aura fait la guerre à Charles Quint, c'est-à-dire qu'une période de paix, en réalité, c'est juste une période entre 2 grandes périodes de guerre. Donc, pour l'instant, c'est la paix, mais qui sait, il va sûrement entrer en guerre une fois encore contre Charles Quint. Alors, il trouve un fiancé pour la petite Jeanne. Elle a 10 ans, 10-11 ans maintenant. Il lui trouve un fiancé très, très bien. C'est un prince allemand, le duc de Clèves, Guillaume de la Marck, qui a quelques années de plus que Jeanne, mais enfin, ça va. Et il propose, c'est-à-dire qu'il impose, le mariage à Jeanne. Ah oui, mais là, ça ne va pas du tout. Jeanne, d'abord, ne veut pas entendre parler d'un mari étranger, pas question d'aller en Allemagne. Et Henri, son père, n'est pas d'accord non plus. Lui, il a toujours dans l'idée de la marier à un Espagnol. Quant à Marguerite, sa mère, mais pas question non plus. Enfin, personne n'est d'accord, sauf le roi. Oui, mais il faut s'incliner. Quand François Ier décide, il faut s'incliner. Alors là, il y a quand même une petite astuce qui n'est pas mal du tout. On a déjà vu que François Ier avait promis la Bourgogne et puis que finalement, au dernier moment, il avait dit non, la Bourgogne, je ne la donnerai pas à Charles Quint. Marguerite, qui est toujours évidemment intelligente et judicieuse et fine, fait écrire à Jeanne une déclaration dans laquelle Jeanne dit « On me force à me marier, à me fiancer d'abord, mais moi je refuse, je ne suis pas d'accord du tout. » Bon, cette déclaration, on la garde, on en prend soin. Et puis, de toute façon, quelques mois plus tard, c'est le mariage, et là, plus moyen de reculer, elle est obligée. Elle est obligée d'épouser Guillaume de la Marck. Là aussi, sa mère lui fait signer une deuxième déclaration pour le mariage. Ce mariage, on me force à me marier, mais je ne suis pas d'accord. Donc ce mariage est nul et non avenu.
Alors, comme on se méfie un petit peu de la petite Jeanne, qui a déjà tenu tête à François Ier, hein, elle lui a déjà dit moi, je ne veux pas me marier avec Guillaume, il n'en est pas question, je préfère entrer au couvent. Ou alors, je me jette dans un puits. Bon, elle tient tête à François, oui, mais c'est lui qui a le dernier mot. Et comme tout le monde se méfie un peu de la rebelle, quand même, c'est une rebelle, comme on se méfie de ses réactions, le jour du mariage, on l'habille très, très, très lourdement. Alors, oui, pour l'empêcher de se sauver. Alors, je vous lis sa très, très belle robe. Enfin, vraiment, sa robe de noces est magnifique. Sous un manteau de satin violet fourré d'hermine, elle porte 2 jupes d'argent et d'or, galonnées de pierres précieuses. Et des pierres précieuses, il y en a, hein, quelques kilos. Sur la tête, une couronne d'or et au doigt, le magnifique diamant que lui a offert son fiancé. Alors ça, c'est à double tranchant parce qu'elle a du mal à avancer, mais à se sauver en tout cas. Mais elle a tellement de mal à avancer qu'elle s'arrête au milieu de l'église et elle refuse d'aller plus loin. Puisqu'on m'a tellement couverte de tissus et de bijoux, ben, j'avance plus. Bon. Qu'à cela ne tienne, le roi qui est là, évidemment, qui veut qu'on aille jusqu'au bout, hein, demande au connétable de Montmorency, toujours lui, le fidèle, de porter en quelque sorte, ou de pousser, enfin, de faire avancer coûte que coûte Jeanne jusqu'à l'autel. Et la voilà, la pauvre Jeanne, elle est mariée. Alors, le soir des noces, comment ça se passe? Le jeune marié colle sa jambe nue contre la jambe nue de Jeanne qui est au lit, mais c'est tout. On ne va pas plus loin parce qu'elle a 12 ans quand même. Là, elle a même pas 12 ans. Hein. Donc, le marié va retourner en Allemagne parce qu'il doit encore préparer la guerre. Et la petite Jeanne revient chez ses parents. Ça va. Elle est tirée d'affaire pour l'instant, le danger s'est éloigné, elle veut bien écrire de très gentilles lettres, très, très aimables à son époux. On verra plus tard. On verra plus tard. Oui, mais plus tard, c'est 2 ans plus tard. Elle a près de 14 ans, elle est nubile et Guillaume voudrait bien avoir sa jeune femme auprès de lui, d'autant qu'il est quand même tombé amoureux d'elle. Elle est mignonne, hein, Jeanne, elle est très bien élevée, elle est mignonne. Oui, alors elle y va, vraiment à contre-cœur, la mort dans l'âme, elle se dirige vers l'Allemagne et de temps en temps, vraiment, il y a des miracles. Hein. Miracle, elle reçoit un courrier disant que Guillaume, le pauvre, a été vaincu par Charles Quint, tant mieux, qu'il a perdu une partie de ses terres. Et à ce moment-là, François Ier se dit, mais ce mariage n'a plus lieu d'être. Jeanne rebrousse chemin, elle rentre chez elle, et maintenant, alors elle est libérée presque, il faut annuler aussi le mariage. Et grâce à ces 2 déclarations antérieures pour les fiançailles et le mariage, au cours d'une sorte de cours de tribunal qui se tient avec des prélats, des évêques, des avocats, elle montre ces 2 déclarations et le mariage est donc annulé. Tant mieux pour elle et 2 fois tant mieux parce que même si elle est libérée, évidemment, elle est de nouveau un pion sur l'échiquier politique, chanson bien bien connue. Alors maintenant, c'est plus François Ier, c'est Henri II. François Ier est mort. Henri II va lui trouver un autre mari. Donc, Antoine de Bourbon. Antoine de Bourbon, il est beau, enfin pour les critères de l'époque, il est beau. Hein, c'est un soldat là aussi, parce que ça c'est le critère important hein, dans ces familles-là. Il faut vraiment que les soldats soient très courageux. C'est quelqu'un de courageux, donc, et puis c'est quelqu'un aussi qui est cultivé. Il aime la musique, là aussi, les lettres. C'est quelqu'un de cultivé qui pourra très bien s'entendre avec Jeanne. Donc le mariage a lieu. Alors on va juste dire, pour anticiper un peu, bon, ils sont amoureux l'un de l'autre, hein, c'est sûr, ils seront mariés pendant 16 ans, leur mariage, leur bonheur va durer à peu près une 10aine d'années, mais Antoine, il a quand même quelques défauts.
Il est, bon, voilà, vous le savez, un petit peu volage, un petit peu fantasque aussi. Et alors, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va reprendre à son compte la chimère, l'obsession, la chimère d'Henri d'Albret, son beau-père, de récupérer la Navarre espagnole. Voilà, lui, il a ça en tête. Alors, dans un premier temps, ils sont très très heureux et leur union est bénie par la naissance d'un premier fils, Henri, le petit Henri. Alors, comme il est en guerre à droite à gauche, hein, Antoine, Jeanne, qui ne peut pas rester loin de lui, elle est trop amoureuse, elle le suit partout, partout où il va, elle le rejoint, alors un petit peu secrètement, parce qu'il faut être un peu discret dans ces cas-là, mais enfin, elle a un premier enfant, ça c'est un petit Henri, à qui malheureusement il va arriver un malheur, mais vraiment c'est terrible, parce que à cette époque-là, les enfants qui naissent, on n'est pas sûr qu'ils arrivent à l'âge adulte, et lui, le pauvre petit, c'est sa gouvernante qui s'occupe de lui. Et on est au mois d'août, là. Pourtant, il fait chaud, hein. Mais sa gouvernante est très frileuse, elle est toujours trop couverte. Et ce qu'elle fait, elle croit que le bébé aussi a froid. Donc elle le couvre, elle le couvre, elle le couvre tant et si bien que le pauvre bébé meurt déshydraté et étouffé, tout simplement. Ce qui est dramatique. Alors ça se passe au mois d'août. Et Jeanne est enceinte de son deuxième enfant. Elle va donner naissance à quelqu'un, un autre Henri, au mois de décembre. Et alors là, son père, Henri, qui a évidemment pris connaissance de l'accident du premier bébé, exige de Jeanne qu'elle vienne accoucher à Pau. Alors ça vraiment, c'est une exigence. Si elle ne venait pas, je crois qu'il irait la chercher. Manu militari. Donc Jeanne, alors là, elle attend quand même le dernier moment parce que c'est fin novembre, début décembre, elle s'achemine vers Pau. Elle s'installe au château. Son père l'installe dans la chambre au-dessous. Et il conseille à Jeanne, surtout, mais là je pense que tout le monde le sait bien sûr, lorsque le moment va arriver, il faut que tu chantes en béarnais un motet en t'adressant à Notre-Dame du bout du pont pour ne pas faire une fille pleureuse, ça ce sont ses paroles à lui, pour ne pas faire une fille pleureuse ou un garçon rechigné. Et en effet, le petit garçon qui va naître, qui va s'appeler aussi Henri, ne sera pas rechigné. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est notre Henri à nous. Là aussi, bien sûr, hein, je peux vous donner la parole. Les gousses d'ail, la gousse d'ail sur les lèvres, le jurançon. Mais je ne pense pas qu'il ait bu du jurançon, véritablement. Je pense qu'on lui a fait sentir... Alors, on ne sait même pas si c'était du jurançon, véritablement. Mais enfin, c'était un vin de la région pour un petit peu le réveiller et faire en sorte qu'il respire bien. Et puis, la carapace de tortue, qui est ici au château. Donc, la carapace, moi, ce que j'ai lu... Alors, les versions sont différentes, bien sûr. Mais pendant la Révolution, quelqu'un l'aurait mise à l'abri. Et on l'aurait placé plus tard au château. Donc moi j'aime bien cette version parce que j'ai envie que ce soit vraiment là que le bébé ait été placé. Son grand-père, en tout cas, va s'occuper de lui parce que, bien sûr, Jeanne, elle ne va pas rester là. De toute façon, il y a une nourrice pour nourrir le bébé, il y a une gouvernante et tout ça. Donc c'est le père de Jeanne qui s'occupe du bébé. Pas tellement longtemps parce qu'à peine 2 ans plus tard, même pas 2 ans, il meurt. Mais le bébé, on en prend soin, celui-là va continuer à vivre, parce que si on réfléchit à la question, 2 ans après la naissance d'Henri, Jeanne a un 3e fils, et là aussi, peut-être connaissez-vous l'anecdote, hein, quelque chose d'horrible. C'est un bébé, alors on s'amuse avec, enfin on l'envoie en l'air, comme on peut faire, hein. Et puis la gouvernante et un gentilhomme se l'envoient d'une fenêtre à l'autre. Ben oui, jusqu'au moment où le bébé, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il tombe. Alors, il ne meurt pas le jour même, mais le pauvre, il doit avoir tellement de contusions, il meurt à peine quelques jours plus tard. Enfin, mais on se dit que Henri IV est un rescapé. Son frère aîné, son frère cadet, vraiment, sont morts d'une manière incroyable. Alors, Jeanne aura encore
un fils qui mourra cette fois-ci de mort naturelle au bout de quelques semaines. Et enfin, Catherine, bien sûr, que vous connaissez, qui va vivre. Alors elle va vivre en Béarn. Voilà. Ça, ce sont tous les enfants de Jeanne et d'Antoine. Et à partir de là, bien sûr, les choses vont aller moins bien entre les deux époux. Jeanne, donc, a perdu son père. Elle a 27 ans. Elle a 27 ans et elle devient évidemment reine de Navarre et vicomtesse de Béarn. Alors la Navarre, c'est tout petit, mais le Béarn, c'est un pays intéressant qui a ses propres lois, d'ailleurs, les États de Béarn ou les forts de Béarn. Voilà, ça, ce sont tous les fiefs dont Jeanne a hérité. La vicomté de Béarn, enfin, il y en a un petit peu partout, c'est dommage que ce soit pas en couleur. Donc, Jeanne, eh bien, il faut qu'elle s'occupe de Béarn maintenant. Alors déjà, elle va se présenter aux États de Béarn pour qu'on la reconnaisse comme vicomtesse. Le Béarn, c'est un pays qui est administré différemment. Ce n'est pas un royaume, ce n'est pas le royaume de France, ce sont les États de Béarn qui décident. Disons que le pouvoir vient plutôt d'en bas plutôt que d'en haut. Donc Jeanne, évidemment, prête serment. Et là, les États de Béarn se méfient d'Antoine. Et alors, on l'accepte comme co-souverain à la rigueur, mais pas comme souverain, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit les enfants de Jeanne qui soient héritiers. Et surtout pas Antoine, si Jeanne venait à décéder. Antoine, pour l'instant, il est très content. Là, il a son pays, son petit royaume, il s'en occupe. Alors, ils viennent à Pau. Antoine fait faire quelques travaux au château et il s'occupe aussi beaucoup de plantations. Il se découvre une âme de jardinier. Il fait planter des arbres à la haute plante, à la basse plante. Il fait venir, comme c'est la mode à l'époque, des animaux exotiques, notamment des chamelles, voilà, dans le parc du château. Il fait venir aussi le parc du château de biches. Alors là, c'est pas du tout pour les tuer, hein, c'est pas pour la chasse, c'est juste pour les agréments. Comme il est musicien, eh bien, il pensionne aussi des musiciens, il chante lui-même. Enfin, c'est une vie en Béarn, à Pau, extrêmement agréable, avec des bals, des fêtes. Enfin, quand on songe à ce que ça va devenir en très peu d'années, Jeanne est très heureuse encore là. Elle est toujours amoureuse d'Antoine. Elle est vraiment maîtresse chez elle. Elle administre son petit royaume. Et Antoine, évidemment, il ne peut pas rester là trop longtemps. Il rejoint évidemment ses troupes. Et c'est là que les choses vont se gâter. Antoine, à force d'être loin, eh bien, il va avoir évidemment quelques faiblesses. Jeanne va en entendre parler. Surtout, ce qui est le pire, c'est qu'il va avoir une maîtresse attitrée. Il aura des enfants avec elle. C'est-à-dire que Jeanne, en réalité, il ne l'aime plus, là. Il s'est rendu compte que finalement, il ne sera pas héritier du Béarn. Donc, peut-être que ça n'intéresse plus trop. Et Jeanne, là, alors, est-ce que... On peut se poser la question quand même, parce que on a vu Jeanne très, très heureuse, aimer la parure, les bals, les fêtes, être vraiment très joyeuse. Et peu à peu, on n'oublie pas que le Béarn a accueilli des évangélistes, on peut les appeler maintenant un petit peu des protestants, des réformés. Il y a aussi cette population-là en Béarn, et Jeanne, qui dans un premier temps va accepter que les catholiques et les protestants coexistent, va mettre en place ce qu'on appelle le simultanéum, c'est-à-dire que les églises vont servir au culte catholique et au culte protestant d'une manière alternée. Mais là, c'est la cohabitation pacifique. Et puis peu à peu, elle va être gagnée par les idées vraiment de la réforme, et elle va imposer beaucoup plus au Béarn que le simultanéum, qui était encore la coexistence pacifique. Elle va commencer à changer vraiment le culte catholique. Alors elle va supprimer les biens du clergé pour les répartir. Bon, ce ne sera pas pour elle-même, ce sera essentiellement pour les orphelinats, etc. Elle va bientôt interdire les cloches, les processions, notamment les grandes processions de la fête Dieu. Bientôt aussi, il faudra que les instituteurs soient du culte réformé.
Et elle va accompagner ce protestantisme-là d'un code de mœurs de plus en plus sévère. Alors, dans un premier temps, elle va interdire les jeux de hasard, les jeux de cartes, les bals, les fêtes, la prostitution, la mendicité des hommes valides. Et peu à peu, elle va en rajouter. Ensuite, les libertins seront condamnés. Ah oui, le mariage va devenir obligatoire. Si on ne peut pas être vertueux, alors il faut se marier. Parce que les libertins encourent d'abord d'être condamnés au pain sec et à l'eau. S'ils récidivent, ce sera le fouet. Et s'ils récidivent encore, ce sera le bannissement. Donc elle va s'engager de plus en plus à imposer tout ça en Béarn. Elle va supprimer tous les ornements dans les églises. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire dans le calme et la paix. Des affrontements se multiplient. Dans le royaume, les affrontements aussi entre catholiques et protestants se multiplient. C'est pour ça qu'elle va quitter le Béarn. Elle va passer 3 années à La Rochelle pour lever des troupes et se battre contre les catholiques. À ce moment-là, Henri, qu'elle a récupéré lorsqu'Antoine avait Henri avec lui à la cour, elle l'avait récupéré. Maintenant, Antoine, elle avait récupéré plutôt Henri, et elle le met à la tête des troupes. Ce sont ses premiers faits de guerre. Il a à peine 17 ans. Et lorsqu'elle va revenir de La Rochelle au bout de 3 ans, elle va encore accentuer le protestantisme en Béarn. Il faut dire que tout ça n'est pas du tout du goût de la régente Catherine de Médicis et de Charles IX. Maintenant, c'est Charles IX qui est le roi. Catherine de Médicis, à plusieurs reprises, l'a mise en garde contre cette intolérance, parce que maintenant, Jeanne est carrément intolérante. Catherine lui dit, mais il ne faut pas qu'il y ait deux religions en France, c'est pas possible, le royaume va se déchirer, et en effet, le royaume ne cesse de se déchirer. Jeanne lui répond, mais non, 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 moi je suis reine dans mon pays, il n'y a pas de raison, je fais ce que je veux, etc. Donc le royaume est très déchiré, et Catherine de Médicis, toujours à la tête du pays, qui est toujours très sensée, très judicieuse, se dit que, on en avait parlé déjà avant du mariage de sa fille Marguerite, donc Marguerite de Valois, avec Henri. Et elle se dit qu'il est grand temps que ce mariage ait lieu pour apaiser le royaume. Alors là, de nouveau, Jeanne va se battre, bec et ongles, parce que ce mariage, d'abord, elle n'en voulait plus du tout. Elle pense que la cour de Catherine de Médicis est complètement dévoyée. Ils n'ont pas accepté le protestantisme, donc elle ne veut pas de cette cour. Elle ne veut pas que Henri s'allie à cette cour. Et puis, Catherine de Médicis a toujours beaucoup d'arguments. De notre côté, Jeanne se sent faiblir. Là, elle est encore jeune. Elle va mourir jeune, à 44 ans à peine. Mais elle est de plus en plus fatiguée. Et finalement, elle cède sur le mariage. Bon, d'accord, le mariage aura lieu, mais là où elle ne cède pas, et ce sont encore des pourparlers à n'en plus finir, elle exige tout simplement que Marguerite se fasse protestante. Alors là, elle n'en démord pas du tout. Catherine de Médicis, pas question que Marguerite se fasse protestante. Elle se dit, Henri, de toute façon, même s'il est protestant maintenant, il redeviendra catholique, parce que Henri avait été quand même à passer plusieurs années à la cour, et il était redevenu catholique. Alors, quand on pense après la fameuse phrase « Paris vaut bien une messe », mais il faut se dire que Henri a été quand même ballotté entre le protestantisme de sa mère et le catholicisme de son père. Alors, il a été tantôt, quand il était tout jeune, un peu protestant, un peu catholique. En fin de compte, Jeanne part pour Paris avant Henri pour mettre au point les derniers détails de la cérémonie. Elle exige donc de Catherine de Médicis alors le mariage va se faire, mais elle exige surtout que Henri ne mette pas les pieds dans l'église. Ça, c'est vraiment condition sine qua non. Alors en effet, Marguerite donc entrera à l'église accompagnée de quelqu'un qui va remplacer Henri. Henri ira jusqu'au parvis, mais il n'ira pas plus loin. Voilà, vous le savez. Bon.
Jeanne n'assistera pas au mariage, puisque elle va mourir quelques jours avant, au mois de juin. Le mariage aura lieu le 18 août 1572, et le 24 août, bien sûr, ce seront les massacres de la Saint-Barthélemy qui vont encore entraîner des guerres de religion. Alors, le protestantisme en Béarn va durer encore quelques années. Et puis, lorsque Louis XIII, fils d'Henri IV, arrivera sur le trône, évidemment, lui, il a tout pouvoir maintenant pour ramener le Béarn et la Navarre dans le giron du royaume de France. Et c'est là, en 1520, que le Béarn et la Navarre deviennent français. Et peu à peu, le protestantisme, enfin l'état de protestantisme comme seule religion en Béarn va cesser, c'est-à-dire que l'œuvre de Jeanne aura duré à peu près 50 ans. Mais bien sûr, il reste des protestants en Béarn quand même. Alors une chose à l'actif de Jeanne que j'ai oublié de mentionner, elle n'a jamais, ça n'a jamais été de son fait, elle n'a jamais fait verser une goutte de sang contre les catholiques. Ils se sont affrontés, bien sûr, ils se sont affrontés, mais elle n'a pas élevé de bûcher pour aller brûler les autres, pour brûler les catholiques. Et elle avait fait quand même quelque chose de très, très, très important, une chose importante. Elle pensait que les filles avaient droit à la même éducation que les garçons, et elles avaient droit d'aller à l'école, notamment lorsqu'elle a créé le collège d'Orthez, donc protestant. Dans les premières années, du moins, les filles ont été acceptées. Après, ça a été un peu... c'était un peu... Bon, ça causait des problèmes, mais enfin, elle voulait que les filles aient la même éducation que les garçons. Donc ça vient de loin. Marguerite, c'est ce qu'elle avait vécu. Donc les filles étaient les égales des garçons, et Jeanne aussi. Voilà. Donc l'œuvre de Jeanne aura duré une 50aine d'années en Béarn. Voilà, je me suis dépêchée parce qu'on m'avait dit de me dépêcher.